de patrimoine. Terre de senteur. Terre de tradition et de partage. La communauté de communes Haute-Provence, Pays de Banon, l'espace 5 étoiles. Bienvenue dans les trésors d'ici, installez-vous bien pour un moment de rêve dans un territoire de rêve. Vous voyez derrière moi la montagne de Lure, les coupoles de Saint-Michel, l'Observatoire. Nous sommes dans la communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon, que nous allons sillonner en rencontrant quelques-unes des forces vives de ce territoire aux multiples atouts. Un territoire où l'on a les pieds sur terre, un petit peu comme dans nos montagnes, sur les pas de Jean Giono en Haute-Provence, mais où on a aussi la tête dans les étoiles. Et pour commencer cette émission qui va nous amener de tous les côtés à Banon, à Redortier et à Reillanne et dans tant d'autres endroits, nous retrouvons Jacques Despiers, le président de la communauté de communes, par ailleurs maire de la commune de Mannes. Bonjour, merci d'être notre guide pour cette émission. C'est un décor de rêve. Merci beaucoup de venir ici sur ce site tout à fait admirable qu'on appelle le Moulin à Vent. C'est un lieu pour nous aussi emblématique, d'abord parce que ça a vu le développement du parc Astro, et aujourd'hui la communauté apporte son concours pour réaliser un planétarium que nous développerons un peu plus tard. Les travaux sont engagés, nous voulons à travers cette réalisation promouvoir le tourisme, car il y a un site merveilleux ici, il y a la recherche mais aussi la curiosité qui va s'adresser à tout un public, et l'objectif de nos investissements, notamment ici, c'est cela, l'attractivité du territoire, ce qui ne nous permet pas aussi d'oublier pour autant l'économie, puisque nous agissons fortement pour développer l'économie sur ce territoire par l'accueil de nouvelles entreprises. Nous avons vu ce qui s'est fait à Pitaugier avec toute une série d'activités, mais également maintenant nous tournons vers le Pays de Banon où nous souhaitons là aussi développer l'économie, créer des emplois, encourager la population locale à travailler sur place plutôt que de se déplacer. C'est étonnant comme ce territoire cumule des atouts incroyables, des atouts patrimoniaux. C'est ce que l'on va voir dans cette émission, les châteaux, et les jardins et j'en passe. Les atouts historiques aussi au sens des pas de Jean Giono sur lesquels nous allons être tout au long de cette émission. Les atouts économiques de Géocel, c'est-à-dire les réserves d'hydrocarbures qui sont dans la réserve stratégique nationale, des grandes entreprises comme Olivier & Co, des étoiles et Michelin, j'en oublie. Oui, nous avons la chance également d'avoir un patrimoine monumental tout à fait prestigieux. Le château de Sauvant, Salagon, mais également à Simiane où nous allons nous rendre également. Bref, nous avons de quoi. D'abord, il faut bien sûr l'entretenir et je salue les initiatives privées qui contribuent fortement à réhabiliter, à restaurer ce patrimoine, mais à nous aussi d'apporter un soutien matériel ou tout simplement moral aussi quelquefois en faisant reconnaître les mérites de tous ceux qui agissent encore une fois pour valoriser ce patrimoine. Alors avant d'évoquer le planétarium, le grand projet de ce territoire qui va vous intéresser très concrètement car d'ici quelques bons mois on va dire, eh bien, vous pourrez visiter ce planétarium et découvrir l'univers. Parlons de ce qui est au-dessus de nous. Regardez ce beau moulin. Il a une histoire et surtout une association qui ne ménage pas ses efforts pour le valoriser. Sans les amis de Saint-Michel-Linceul, vous n'auriez sans doute pas pu visiter ce beau moulin qui veille sur Saint-Michel l'Observatoire. Construit en 1838, il tourne pendant quelques années avant d'être déserté par son meunier. Et c'est en 2010 qu'il renaît grâce à l'association. Alors le moulin, ça a été une belle action, une belle restauration, et puis ça continue puisque nous avons des visiteurs à peu près toute l'année. Beaucoup de touristes en été bien sûr, et puis des groupes scolaires pendant le reste de l'année. 1 millier de visiteurs par an, en moyenne. Et puis nous faisons d'autres actions, comme par exemple tout récemment mettre des plaques sur les principales maisons et sites du village, les maisons de gens célèbres, etc. Tout cela accompagné d'un petit dépliant avec toutes les anecdotes tragiques ou comiques qui ont trait aux deux villages, Saint-Michel et La Selle. Donc il a fallu trouver déjà 2 entreprises. La première pour reconstruire, puisque vous voyez dans l'état où était ce moulin, pour reconstruire la partie maçonnerie. Donc il s'agit de l'entreprise Mordelais qui est installée au Mai et qui travaille beaucoup dans la préservation du patrimoine. Et puis une autre entreprise qui a fait toute la charpente, qui s'appelle les Charpentiers de Tradition, qui est installée à Reillanne, un village à 10 km d'ici, et dont le propriétaire, Fabien Trabuc, habite dans notre village à Saint-Michel l'Observatoire. Donc il faut savoir que Fabien Trabuc a pris ses côtes sur la ruine, et que lorsqu'il a remonté,
il n'a pas pris ses cotes sur la tour terminée. Il a pris ses cotes sur la ruine, il a travaillé pendant 1 an dans son atelier et il a amené toutes les pièces ici devant le moulin. Et au mois de mars 2010, il a été remonté à l'aide d'une très grande grue avec une flèche de 35 mètres. Et donc, pièce par pièce, tout a été réassemblé à l'intérieur. L'association prend donc les choses en main jusqu'à pouvoir faire produire de la farine au moulin. Vous avez vu à l'extérieur, il y a 4 ailes qui tournent sous l'effet du vent, qui entraînent un arbre, qui entraîne cette grande pièce qui s'appelle le rouet, qui tourne, et qui entraîne ici, avec la lanterne, une meule, qui elle tourne, seulement la meule du dessus, qui elle tourne. Le blé que l'on dépose ici dans cette auge descend par la goulotte, descend dans le boitard, c'est ce trou qui s'appelle le boitard, et il s'engouffre dans des rainures qu'on appelle le rhabillage, et de manière à se faire écraser sous la force centrifuge et le poids de la meule, et la farine, la mouture sort par ici entre les 2 meules. Un petit balai que vous avez vu fixé sur la meule emmène cette mouture dans le petit trou qui se trouve là-bas et descend la mouture au rez-de-chaussée de manière à être tamisée pour faire réellement la farine, séparer le son de la farine. Visité par des milliers de personnes, le moulin a aujourd'hui toute son importance. Et pour les enfants comme pour les moins jeunes, avec ou sans vent, il fascine toujours autant. Voilà, ce moulin à découvrir sur les hauteurs de Saint-Michel-l'Observatoire. Il avait été créé et construit en 1838 avec le président de la Comcom, maire de Man. Nous rejoignons les élus ou les représentants de cette belle commune superbe de Saint-Michel-l'Observatoire, Jean-Paul Grosso le maire, Raymond son premier adjoint. Quel plaisir d'être là d'abord. Vous avez la chance de vivre dans un territoire mais de rêve. On ne s'en cache pas, vous savez, c'est pour ça qu'on reste d'ailleurs. Je disais tout à l'heure en introduction que dans ce pays, on a les pieds sur terre, parce qu'on est quand même un peu en Haute-Provence, hein, la vie n'est pas toujours simple, l'hiver et j'en passe, et la tête dans les étoiles, c'est un peu ça ? C'est tout à fait ça. Le village de Saint-Michel, les villages de Saint-Michel et de Lincel ont beaucoup d'atouts. Et on invite effectivement tout le monde à venir participer à la vie saint-michelloise et lincelloise, mais aussi à venir visiter un petit peu les nombreux sites qui sont tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, on a une vue magnifique à partir du moulin sur l'église haute et sur le village de Saint-Michel et aussi de Lincel. Donc on invite encore une fois tout le monde à venir passer quelques jours dans nos beaux villages. Oui, avec une vraie vie de village encore à Saint-Michel, hein, vous avez encore une place avec, je crois, 2-3 restaurants, avec des commerces. Oui, oui, alors c'est vrai que pour résumer un petit peu, l'amour de Saint-Michel-Observatoire et de l'astronomie remonte assez loin, puisque l'observatoire, je crois, a été créé en 1937. Après, il y a eu la guerre, dans les années 40, l'observatoire s'est développé. Ensuite, c'est ce qu'on appelait à l'époque le Conseil général, quelques décennies plus tard, qui a décidé de construire ce centre d'astronomie. Et puis, comme ça, on est ici. C'est peut-être pas un hasard d'être. On l'appelle aussi c'est le plateau du centre d'astronomie, mais aussi le plateau de Moulin à Vent. Vous l'avez vu, c'est un très beau monument. Il y a tous les vents qui sont indiqués d'ailleurs là, avec les noms que certains je ne connaissais pas. Tout à fait. Et si on regarde un peu plus près, ça dégage un symbolisme quand même assez intéressant. Avec d'un côté, ça me fait penser un petit peu à Janus, le dieu grec à 2 visages, vous savez, avec un visage ancien qui se retourne vers le passé avec ce moulin à vent, et un visage jeune qui se tourne vers l'avenir, et l'avenir il est là avec la construction du planétarium. Plus de 2 millions d'euros, de 2,6 millions je crois, d'investissement pour ce planétarium qui va voir le jour d'ici 1 an à peu près dans ce secteur. L'idée c'est de vulgariser la science et la découverte de l'univers. Oui, bien sûr, c'est diversifier l'attractivité de ce lieu, mais également faire connaître toutes les sciences du ciel. Ça va être quelque chose, une réalisation unique dans la région. Et je pense que ça va répondre à une attente, à un besoin, et que ça attirera le monde qui veut se renseigner sur toutes les sciences du ciel. Et il y a d'ailleurs ici un personnel tout à fait qualifié, remarquable, qui sera là d'ailleurs pour assurer le fonctionnement et l'activité de cette réalisation. Alors, il faut noter que tout ça fait l'objet d'un soutien marqué de l'Europe, du programme Alcotra de l'Europe, sans lequel je crois que ce serait très difficile de monter un tel projet. Explication avec le directeur du site de ce centre d'astronomie, Fabien Marquet.
C'est un endroit en fait où on va simuler le ciel et c'est un endroit où en fait on va pouvoir proposer au public d'observer la position des étoiles, des constellations, des nébuleuses, des galaxies, et c'est aussi un outil pédagogique à destination des élèves bien sûr. Et ça peut être un ciel de substitution dans le cas où on aurait une météo qui serait un petit peu difficile, ce qui est rarement le cas à Saint-Michel-l'Observatoire évidemment. Donc c'est avant tout un outil pédagogique. Ça permet vraiment de pouvoir faire apparaître des choses qui sont invisibles à l'œil nu et donc préparer les visiteurs à l'observation. Exactement, donc c'est vrai que c'est la particularité de ce grand projet à Saint-Michel-l'Observatoire, c'est que nous allons pouvoir proposer au public d'arriver en début de soirée, quand le soleil n'est pas encore couché, donc de pouvoir leur proposer une projection des étoiles qui seront visibles dans le ciel, et ensuite les emmener sur notre parc d'instruments pour leur proposer une vraie observation à travers nos télescopes. Donc les visiteurs ne quitteront plus le centre d'astronomie. Exactement, c'est le projet, c'est d'essayer de leur proposer une visite complète. On est déjà en train d'essayer d'imaginer, de coupler un ticket d'entrée où nous pourrons inviter les visiteurs à venir observer le soleil en direct. On proposera un complément donc avec la projection des étoiles dans ce grand planétarium et ensuite attendre le coucher du soleil pour aller voir les étoiles dans le vrai ciel. Voilà, ce centre d'astronomie qui va être vraiment l'un des atouts de la Haute-Provence, de tout ce secteur. Alors il a fallu faire le tour des popotes pour récolter des sous et ça a bien marché. L'Europe avant tout parce qu'il y a un intérêt européen à ce projet. Oui, l'Europe soutient fortement cette initiative, mais également la région. La région d'ailleurs qui était à l'origine de ce projet, qui a cru en lui, qui l'a financé fortement. La région apporte 1 million d'euros pour cette opération. Et l'Europe, bien entendu, qui veut aussi promouvoir le tourisme avec ce genre, tourisme culturel, à travers ce genre d'initiative. Vous auriez un président de Comcom débrouillard pour trouver un peu des financements, je crois, non? Oui, c'est pour ça qu'on le garde. Oui, et puis l'État. Et le préfet essaie de faire tout son possible aujourd'hui pour nous trouver des compléments financiers qui seront nécessaires parce que l'opération a fortement évolué sur le plan de son coût et on a beaucoup de difficultés pour réunir ce qu'il nous faudra en autofinancement. Nous voudrions éviter, si possible, un emprunt important. Voilà, en clair. Donc le soutien de l'Europe a été indispensable sur le plan de la communication, sur le plan de l'équipement intérieur. Pour la construction, c'est l'État. Est-ce qu'il n'est pas trop difficile, monsieur le maire ou monsieur le premier adjoint, de rendre compatibles ces activités astronomiques ici, puisqu'il y a donc le pôle ici qui sera le futur pôle du planétarium, et puis juste en face où on va aller dans un instant l'observatoire, avec les activités humaines. J'allais dire, on avait vu quelquefois des gens des scientifiques qui demandaient à ce qu'il y ait moins de luminosité, tout ça, vous devez gérer un petit peu, doser les choses? Oui, c'est certain, là il y a un programme maintenant, c'est aux alentours de 10 km autour de l'observatoire. Donc on demande effectivement maintenant de baisser l'impact lumineux et également de carrément éteindre les luminaires la nuit. C'est en train de se mettre en place. C'est pas facile, il faut un peu de temps pour que la population y adhère. Oui, mais on a mis en œuvre déjà quelques petites choses et notamment les villages seront, celui de Lincel et celui de Saint-Michel seront des villages étoilés dans le courant du mandat. C'est-à-dire d'ici 1 an ou 2, je pense qu'on aura évolué sur le phénomène de la luminosité et donc on aura atteint un petit objectif, mais qui sera quelque chose d'important pour tous ceux qui travaillent pour l'astronomie, puisque c'est quand même la carte postale du village. Et des retombées économiques aussi, j'imagine, c'est ça? Bien entendu, et c'est vrai que l'intérêt de ce planétarium pour le village est immense, quoi. Alors c'est vrai qu'au départ on ne savait pas trop si on le faisait en bas, si on le faisait ici. Je crois que le choix ici c'est le bon choix, quoi, il faut dire. C'est vraiment un complément. En plus, comme le disait le président Jacques Dupié tout à l'heure, c'est le personnel aussi qui est compétent, qui assurera un petit peu l'animation, je dirais, à la fois du planétarium et du centre astro. Mais on reconnaît que pour le village, l'astronomie, d'ailleurs Saint-Michel-l'Observatoire, c'est primordial, quoi. Alors on va prendre la route de Banon à présent pour la suite de cette émission. Que d'atouts dans ce territoire, vous allez vous régaler tout au long de cette émission. On va aller voir la lavande, parce qu'ici il y a la lavande et pas seulement du lavandin dans ce beau secteur. On ira voir la sauge, on ira voir les céréales, bref, et puis tout le patrimoine également. Puis revenir à la fin de cette émission également sur l'économie, parce que l'un des atouts de cette communauté de communes, c'est qu'il y a vraiment un pôle économique particulièrement fort. Mais pour l'heure, parce que des gens confondent, il y a 2 pôles à Saint-Michel-l'Observatoire. Tout à fait. Alors, vous avez d'un côté l'observatoire qui est géré par le CNRS,
Vous avez le centre d'astronomie qui, lui, est géré par le conseil départemental. Et maintenant, il y aura le planétarium qui sera géré, pas directement, mais indirectement, par la communauté de communes d'Haute-Provence et Pays de Banon. Donc il y a 3 pôles, effectivement. Alors on va partir à l'Observatoire. Observatoire où le CNRS et ses scientifiques font des découvertes extraordinaires, d'intérêt mondial, vraiment depuis des années, en particulier ces fameuses exoplanètes qui sont découvertes. Rencontre, avant de prendre la direction de Banon, non sans vous avoir remercié d'avoir pris un moment en notre compagnie. On garde le président tout au long de la journée, c'est notre guide. On part à l'Observatoire, écoutez. Gliese 411b, un joli nom pour une nouvelle exoplanète, découverte il y a quelques semaines par un groupe de chercheurs de l'Observatoire de Haute-Provence situé à Saint-Michel-l'Observatoire. C'est une découverte a priori normale pour ce centre qui en découvre régulièrement de nouvelles. Différence en revanche cette fois-ci est de taille, ou plutôt de distance, c'est que cette nouvelle exoplanète est la 3e la plus proche de notre système solaire avec seulement 8 années-lumière de distance, ce qui va permettre d'apporter de nouvelles connaissances grâce à une observation plus en détail. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile. De cette découverte, c'est pas l'observatoire, c'est avec les instruments de l'observatoire, c'est-à-dire le spectrographe SOFI, qui permet de mesurer la vitesse de déplacement des étoiles par rapport à nous, qu'on a découvert sur une planète qui est assez particulière, qui est de 3 fois la masse de la Terre, qui se trouve vraiment dans la banlieue proche de notre système solaire, qui nous permettra de l'étudier, comme c'est proche, on va pouvoir l'étudier avec des gros télescopes, de manière beaucoup plus précise, avec d'autres méthodes que celles qui actuellement existent, qui sont la mesure de la vitesse radiale, la mesure du transit, c'est la mesure de l'occultation faite par la planète sur l'étoile, sur la lumière de l'étoile, et on en connaît très peu pour l'instant. Mais c'est vraiment une découverte très 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 importante puisqu'on va pouvoir étudier cette planète-là plus précisément. Et puis on va regarder aussi toutes les planètes, toutes les étoiles qui ont le même type dans l'environnement proche du Soleil, de notre banlieue en quelque sorte. Et on va certainement découvrir d'autres exoplanètes de ce genre-là. Une découverte qui n'est pas sans rappeler qu'avec le spectrographe SOFI, c'est 200 exoplanètes qui ont déjà été découvertes à travers l'œil du télescope de 193 cm de l'Observatoire de Haute-Provence. Ce centre d'astronomie, et regardez le magnifique village de Banon, au pied de la montagne de Lure. Nous arrivons à Notre-Dame-des-Anges avec Jacques, qui a le mérite, quand on est maire et président de la Comcom, on garde la cravate, malgré des températures, j'allais dire, bien estivales. C'est une habitude, je ne sais pas si elle est bonne, mais j'ai du mal à m'en passer. Alors pour venir à Banon, regardez ces magnifiques villages qu'on a croisés, Vachères, Aubenas juste devant, ce petit village avec simplement l'ancien château et l'église sur la colline, ou encore Revesse-des-Brousses, c'est des endroits superbes. Allez, reprofitez encore de ce paysage, regardez les parapentes au-dessus de Banon, au-dessus des champs de lavande. Alors on rejoint Notre-Dame-des-Anges. Cher à Jean Giono, explication et histoire de cette chapelle extraordinaire avec l'ancien maire de la commune. Ce sont Saint-Antoine et Sainte-Anne qui veillent sur ces champs de lavande. Située au nord-est de Banon, la chapelle Notre-Dame-des-Anges résiste aux assauts du temps avec plus ou moins d'aisance. Construite sur un oppidum, on date les parties romanes de la fin du XIIIe siècle, mais 2 historiens de la région les feraient remonter plus tôt encore dans le Moyen-Âge. Plus contemporainement, jusque dans les années 90, un ermite avait trouvé refuge dans la chapelle. Un grand âge et une belle histoire, mais qui nécessite aujourd'hui quelques rénovations. C'est surtout quand on s'est aperçu de la dégradation des statues sur la façade, où là on s'est dit il faut peut-être qu'on commence à réfléchir, qu'on agisse avant qu'il y ait une plus grande dégradation et des risques pour la sécurité des gens qui passent ici. Les travaux qu'il y a à faire, c'est surtout une révision de la toiture, pour essayer d'endiguer les fuites à l'intérieur,
reprendre la façade principale, restaurer les 2 statues en façade. Et puis, tant qu'on y est, il nous a proposé aussi de reprendre tout ce qui était peinture à l'intérieur de la chapelle. À l'intérieur, dans son abside en forme de croix, la chapelle émerveille par ses couleurs et ses fresques encore relativement bien conservées. Si la chapelle est sacrée, elle appartient à la commune, mais elle est gérée par le curé de la paroisse. Ouverte normalement une seule fois par an, pour le 14 août, la chapelle reste un lieu d'importance pour les habitants de Banon. Et les Banonnais, ils sont très attachés. C'est avec l'église haute, c'est les 2 lieux emblématiques du culte à Banon. Et bien sûr, tout le monde y est attaché. Au total, près de 111 000 € sont nécessaires pour sa rénovation. Aidée par la région et le département, la commune a également lancé une souscription auprès de la Fondation du patrimoine. Concernant le calendrier, la municipalité souhaite attendre la fin de l'année 2019 pour laisser vivre la souscription. Et dès le début de 2020, des appels d'offres seront lancés pour un début des travaux prévus au printemps pour une durée de 4 à 6 mois. Quel bonheur que cette église, chapelle, Notre-Dame des Anges, Sainte-Agathe et Saint-Just nous accueillent et nous permettent de rejoindre Michel Mout, nouvelle maire, hein, c'est encore le terme de la commune si belle et emblématique de Banon, et Philippe Loger, son premier adjoint. Que d'atouts dans ce territoire. Ça commence par Notre-Dame des Anges, mais alors on pourrait les enchaîner. Ah oui, effectivement, il y en a beaucoup. Pour cette chapelle, vous avez lancé en tout cas un appel aux dons, parce qu'elle est victime un petit peu de l'humidité, c'est ça? Ah, c'est ça. Il y a une souscription qui a été lancée. Normalement, elle se terminait fin décembre. Et là, nous allons reprendre le sujet, puisque le 22, je pense que l'appel pour les travaux se termine. Donc, nous allons pouvoir ouvrir les plis, peut-être. Mais c'est le parc du Luberon qui s'occupe en tant que maître d'œuvre, qui s'occupe du projet. Si on résume un peu, mais on va le voir tout à l'heure. Banon, qu'est-ce que ça inspire? D'abord Giono, comme Notre-Dame des Anges, à laquelle il était très, très attaché, on l'a entendu tout à l'heure. Le bleuet, le fromage. La fromagerie, oui, il ne faut pas oublier. La confiserie Leblanc, que vous allez visiter tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait qu'autant d'atouts à Banon? Pourtant, on est là niché au pied de la montagne de Lure, Philippe. Les collines, le paysage ici, vous voyez comme c'est assez merveilleux. Il y a beaucoup de randonneurs qui passent par ici, à pied, en vélo, et tout le long de l'année en fait. Donc c'est un vrai plaisir que de passer par ici. Ouais, vous voyez les parapentes. La communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon justement, voilà, même si on peut considérer que le pôle économique est peut-être un peu plus au sud, enfin avec Géocel et j'en passe, tout ça, mais vous avez tenu à cette harmonie, rien que dans l'appellation, Banon est très important. Oui, d'abord parce que c'est vrai qu'il y a des atouts. Le fromage, à l'époque, les vieux disaient « petite commune au grand renom ». Eh bien, aujourd'hui, la communauté essaie aussi, bien sûr, de soutenir les activités, les initiatives de la municipalité, mais aussi de développer de l'économie, une économie qui s'intègre parfaitement au territoire. Ça a été le cas avec Leblanc, et là, nous avons 2 autres projets de 2 sociétés qui devraient venir s'installer ici. L'une qui fabrique du vinaigre balsamique et l'autre des graissins, c'est un produit, je crois, italien. Et donc on essaie comme ça de recréer de l'emploi. Il y a eu des initiatives d'ailleurs isolées qui ont très très bien marché. Par exemple la fromagerie, c'est quelque chose qui s'est développé, mais nous avons aussi Orvès du Bion. Mais il faut aussi que la personne publique intervienne fortement pour changer un peu les seuils de chômage. Les femmes sont particulièrement touchées dans ce secteur et les emplois qu'on essaie de développer sont des emplois qui s'adressent à une main-d'œuvre qui n'est pas spécialement spécialisée. Oui, l'important pour vous, élu ici de cette belle commune, quand je le dis, je la vois, c'est vraiment trop beau. Voilà, c'est de garder les gens au pays, c'est bien ça, de garder la vie de village, quoi. Oui, c'est garder la vie au village, puis se développer. La jeunesse, il faut qu'elle vienne, il faut que nos écoles vivent, il faut progresser dans ce sens-là. Là, on essaye de maintenir notre EHPAD, qui va certainement devenir vraiment un EHPAD, alors que nous soutenions un hôpital de proximité. C'est pas facile. On va s'adapter. On va se battre, on va aller jusqu'au bout. Et puis, on veut que la vie, on veut vivre du début à la fin, sainement à Banon, tous ensemble.
Alors on disait parmi les atouts de Banon, ce fromage, l'AOC Banon, avec cette grande fête du fromage chaque mois de mai, si j'ai bonne mémoire par là, je crois. Qu'est-ce qu'il a comme... Je le sais, mais rappelez-nous un petit peu son particularisme. C'est un fromage de chèvre avant tout, et le plus original, c'est celui qui est emballé dans la feuille de châtaignier avec son fil de raffia tout autour. Mais les producteurs, ils ont l'intelligence aussi d'affiner de manière différente, et en fait on s'aperçoit qu'il y a des fromages de Banon, et ils ont des qualités, je dirais, gustatives un peu différentes d'un producteur à l'autre. Et on a une grande variété de fromages en fait. Alors on va partir dans les collines, juste en face, avec Laurie Charrier qui co-présente avec moi cette émission à la rencontre de ces fameuses chèvres qui produisent ce fameux lait qui fait l'AOC, le fromage de Banon. Regardez. C'est un fromage qui a l'accent de la Provence et qui, comme l'animal dont il tire son lait, a du caractère. Le Banon. C'est en plein cœur de la Haute-Provence que la fromagerie de Banon, depuis 1958, s'engage à fournir un savoir-faire artisanal de ce fromage bien provençal. Et si maintenant il est bien connu dans le monde entier, il en faut bien des pionniers. C'était l'une des premières à se positionner en tant qu'artisan. Le créateur de cette fromagerie, Romain Ripert, a eu l'initiative de collecter du lait dans les fermes et de transformer dans un atelier de fabrication. Donc c'est vraiment l'un des premiers dans la région à se lancer dans cette activité et ensuite à vendre les fromages sur le bassin manosquin, mais jusque sur Marseille. Et si la renommée du fromage n'est plus à faire, c'est en partie grâce à sa conservation bien particulière. Soigneusement emballé dans des feuilles de châtaignier, le fromage en prend ainsi toute sa saveur. La fromagerie de Banon emploie entre 20 et 30 personnes selon l'activité, et à les croire, le pliage n'est pas si difficile. Mais avec 600 banons par journée par personne emballés, on les croit sur parole. D'abord, il faut que les feuilles soient humides, qu'elles aient été lavées de préférence avant, qu'elles soient humides. On met le côté lisse contre la feuille, on l'entoure pour pas qu'il y ait de jour et que le fromage s'affine dedans. Du coup, on enroule les feuilles autour, voilà, comme ça. On met un brin de raffia. En fait, il y a enrobé dedans comme si c'était dans une petite cave. Mais le Banon, pour avoir ce goût si particulier, n'a pas comme particularité que son emballage. C'est l'un des seuls fromages de chèvre vraiment d'origine méditerranéenne, à savoir que le lait est transformé chaud, donc historiquement de suite après la traite. Et nous, on réchauffe le lait à 31-32 degrés. Et historiquement, donc, c'est un lait qui est transformé très très vite après la traite. Pour des raisons climatiques, puisque le lait se conservait pas historiquement, donc il fallait vite le transformer, et ce qui lui donne ses caractéristiques notamment de texture assez extraordinaires sur le plateau de fromage de chèvre en France. Et si le Banon est fabriqué dans la fromagerie, ce n'est pas ici que le lait est tiré. En effet, tous les 2 jours, un petit camion sillonne les alentours pour collecter le lait d'une dizaine d'exploitations, dont 8 produisent du lait qui correspond au cahier des charges de l'appellation Banon. Un cahier des charges rigoureux, mais qui n'est pas contraignant, comme nous l'explique Laurent Chabanon, éleveur à Saint-Christol sur le plateau d'Albion. Il faut respecter complètement le cahier des charges, qui a différentes parties sur l'alimentation du troupeau, celle qui nous concerne le plus, et sur la transformation, qui nous concerne aussi. Mais on peut facilement faire du lait tout en respectant ce cahier des charges. Les principales caractéristiques autour de l'alimentation, c'est quand même d'apporter du pâturage. Voilà. Il y a 210 jours de pâturage non consécutif mais obligatoire par an, et puis des limitations de quantité de distribués par animal, mais qui permettent quand même de faire une bonne production laitière. Une production qui fournit un résultat de qualité. La fromagerie de Banon souhaite faire connaître ce fromage d'exception hors de son bassin d'origine. C'est en réalité un petit bout de Haute-Provence qui s'exporte dans le monde. Et on va encore beaucoup reparler de ce village de Banon tout à l'heure. On va remercier Philippe
Et Michel, j'aurais dû dire le contraire, Michel et Philippe. Voilà, l'envie c'est que les gens restent dans ce village, mais parce que ça rejoint aussi, Philippe, je crois que ça vous tient à cœur, le sujet des déplacements. Parce qu'on est un peu loin là, aller à Fort-Calquier c'est déjà combien, une demi-heure, aller à Man Une demi-heure, oui, Man, Fort-Calquier une demi-heure. Et en fait, la consommation d'énergie dans le département, c'est essentiellement des hydrocarbures. Donc si on veut réduire ça, il faut essayer de fixer les gens au plus près de leur lieu d'habitation. Et donc, si on a l'opportunité de continuer à développer ici un peu d'activité économique, je pense que tout le monde sera content. Avec l'envie ou le besoin de créer petit à petit également des logements, parce qu'il faut aussi que les gens puissent se loger, réouvrir un peu dans l'ancien village, c'est un peu ce que vous voulez faire dans votre mandature. Le parc locatif est très très bas à Banon, donc il faut progresser, il faut aller de l'avant. Mais nous avons des organismes pour nous aider, donc on va s'en servir. Il y a du pain sur la planche pendant le mandat. Merci beaucoup Michel, merci Philippe. On garde le président de la Comcom et on va aller un peu là-bas, au coin de l'église Notre-Dame-des-Anges. C'est vrai que c'est important le logement dans ces magnifiques, mais petits pays loin de tout, etc. Il va falloir trouver là aussi, mais encore une fois, il est efficace des financements. On a quand même le soutien de l'État. L'État nous a contractualisé avec nous une opération qui s'appelle opération de revitalisation du territoire, où là il y a des soutiens financiers conséquents pour le privé d'abord. C'est des dispositions du ministre appelé de Normandie, qui s'appelle toujours de Normandie d'ailleurs, qui arrive à des aides fiscales, des avantages fiscaux jusqu'à 42 000 euros. Quelqu'un investit 150 000 euros pour des travaux, pour une acquisition de vieille maison, pour la louer bien entendu, 42 000 euros d'avantages fiscaux. Donc c'est des aides conséquentes qui doivent encourager la reprise du logement dans ce secteur. Ça sent un peu à l'ombre là. Allez, Jacques. Derrière nous, regardez au fond là-bas, la Roche-Giron, l'un des beaux secteurs. Ici, on va installer la télévision ici. On ne bouge plus d'ici. C'est trop beau. Alors à la Roche-Giron, il y a aussi beaucoup d'atouts. Vous voyez le lavandin là-bas au fond, etc. Et il y a une ancienne distillerie que Laurie Charrier a visitée pour nous. Si l'odeur de la lavande fraîchement coupée n'est pas de rigueur en cette saison, on peut tout de même se souvenir d'un temps où la lavande sauvage recouvrait de bleu les collines de la Roche-Giron. Dans cette commune située non loin de Banon, on trouve encore quelques trésors bien dissimulés, à l'image de cette petite cabane qui abrite toute une histoire. À l'intérieur, en effet, se cache une ancienne distillerie vieille d'au moins 100 ans et à qui la commune souhaite rendre son aspect d'antan. Nous avons un projet de la remettre en état et de refaire la distillation comme il se faisait autrefois, c'est-à-dire une distillation avec, ça s'appelle distillation à feu nu. C'est une petite distillerie avec une petite cuve, tout en cuivre, et on fera de la collecte de lavande sauvage comme autrefois, et nous ferons des huiles essentielles comme autrefois. Enfin, on fera ça des journées. Bon, c'est pas quelque chose qui, on ne cherche pas une rentabilité, c'est juste uniquement pour remettre le patrimoine en valeur et refaire fonctionner ce patrimoine. Et en effet, cette distillerie a tout un patrimoine. Si aujourd'hui elle est unique, le village de la Roche-Giron en comptait autrefois une douzaine. Mais le cuivre qu'elle contenait a été utilisé au cours de la guerre et la mécanisation a su faire oublier ces alambics de petite quantité. Et c'est justement pour ne pas oublier ce passé que ce joli mais délicat chantier va démarrer. On va remettre en état donc la distillerie, la cuve, le serpentin. On va refaire la cheminée et on va refaire une partie du four avec le maçon, quoi. Ah, il y a du travail, oui, un petit peu de travail, oui. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver dessous, donc il faut d'abord démonter pour voir, quoi. Aidés par la Fondation du patrimoine, ce sont déjà de nombreuses promesses de dons qui ont fait leur apparition. En tout, le projet devrait coûter entre 80 et 100 000 euros et la distillerie devrait d'ici quelques temps redonner les bonnes odeurs de distillation à ce village très attaché à son patrimoine. L'ancienne distillerie, mais on va parler d'une autre distillerie dans un instant. Regardez, là où c'est Banon, toutes ces déclinaisons en poivre, en basilic, en tapenade et surtout ici à Banon, que nous avons rejoint, le cœur du village, regardez, les brindilles de Banon. C'est spectaculaire, particulièrement goûteux. C'est une belle maison qui fait ça et c'est un magnifique souvenir de vacances que ces brindilles de Banon que l'on retrouve ici. Alors on continue cette découverte. Avant de partir du côté de Rodortier, on va aller à Vachères. Nous étions passés tout à l'heure rapidement pour découvrir le musée de la préhistoire. Regardez. Voilà, nous avons un musée qui est classé musée de France, donc même si à l'extérieur il semble tout petit, à l'intérieur il y a des pièces de grande valeur et très intéressantes pour tous les gens qui viennent le visiter.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces pièces? Donc, nous avons la première pièce qui avait été exposée au musée, c'était le guerrier de Vachères. Donc, en fait, c'est une statue gallo-romaine. Et en fait, c'est le dernier Gaulois, puisqu'il est sur son corps, il y a des pièces de gauloises et des pièces romaines. Et c'est une très grande statue qui fait plus de 2 mètres de haut, qui avait été découverte par un agriculteur dans les années 1860. Et parmi d'autres pièces, il y a un vase aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez aussi, parce que le musée, c'est toutes des pièces qui ont été trouvées dans un rayon de maximum 30 km autour de Vachères. Et il y a un vase funéraire qui est de la même époque que le guerrier, donc 2000 ans, et qui est magnifique. Une urne funéraire en verre d'une qualité très belle. Et puis dans la première partie du musée, qui est plutôt archéologique, là, vous avez une pièce authentique, officielle, et qui a été unique au monde, on va dire, la gazelle fossilisée, qui s'appelle le Bachytherium, qui est au musée de Vachères et qui a été trouvée à Vachères même, alors que les personnes cherchaient des poissons, et ont trouvé la gazelle, une pièce unique au monde, on va dire. La préhistoire du côté de Vachères. Vous verrez beaucoup d'autres musées dans la suite de cette émission. Regardez, on a rejoint un endroit superbe. Les champs de lavande et de lavandin sous fond du Mont Ventoux avec le président. On va rejoindre Claude Pellissier. Alors, il a plusieurs casquettes, Claude, bien qu'il n'en porte pas parce que le soleil, ils sont habitués ici. Bonjour. Bonjour. Il est maire de la Roche-Giron, juste à côté, et exploitant. Dans ce secteur, vous ne faites pas que de la lavande, vous faites plusieurs choses. Hein. Alors, on fait que de plantes à parfum, sauge et lavandin principalement. Nous, on n'a presque pas de lavande, du lavandin. La variété Grosso, exactement. Voilà. Alors Jacques, on le refait une fois. Quelle est la différence entre la lavande et le lavande? Très vite, je vais vous expliquer très rapidement. La lavande, on la trouve à l'état sauvage, elle se reproduit par graines. Et le lavandin, c'est un hybride entre deux lavandes, la lavande fine et une autre lavande qui s'appelle l'aspic. Là, on est dans une sélection, c'est une lavande sélectionnée, c'est une lavande qui a été sélectionnée, elle s'appelle la diva. Après, il y a la lavande de population, c'est celle que vous retrouvez en vous promenant dans la montagne et tout. Ça, c'est la vraie lavande fine. Qu'autrefois, se faisait la cueillette dans les montagnes, la cueillette sauvage comme ça. Et après, ça a été amené dans des champs en plantation. Voilà. Alors vous, bien sûr que vous le reconnaissez à l'œil, le grand public, pas forcément. Non, on le reconnaît à l'œil. La lavande, elle a une monotige. Vous voyez ? Elle a un ample floral qui est moins développé que le lavandin. Et le lavandin, il a une double tige, c'est-à-dire il a un ample floral plus développé. Et après, il a 2 tiges de chaque côté. Le bleu est différent selon les variétés. On rencontre surtout une variété aujourd'hui qui est la plus populaire, c'est le Grosso. On l'appelle souvent le gros bleu parce qu'il a franchement un bleu prononcé, assez violet, quoi. Et dans la lavande, on a plusieurs aussi couleurs. Il existe même dans la lavande blanche, à l'état sauvage, qu'on trouve. C'est des croisements qui se font naturellement. Voilà. Je vois, venez, on va rejoindre un peu les collègues là, qui sont en train de bosser. Là. On leur a permis une pause. Présentez-nous un petit peu. Venez jusqu'à nous. Bonjour. Guillaume Biocherie, l'heureux propriétaire du champ. Venez, monsieur, venez. Son chauffeur, qui est conseiller municipal aussi à Montsalier. Qu'il était sans bête, alors il donne un coup de main à Guillaume. Voilà. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous nous situez bien les choses. Hein. On est entre Lure et Ventoux, là. Exactement. Sur le t-shirt. Ouais, on est entre Lure et Ventoux. Donc vous voyez, le Ventoux, on le voit là, juste en face de nous. Lure, c'est pas très loin. C'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. C'est le nom de votre GAEC ou de... Non, c'est le nom en quelque sorte de la marque de nos produits. Donc on fait pas mal de produits locaux issus de notre exploitation et on peut les retrouver sous ce nom-là. Est-ce que, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que c'est de tout temps que votre famille, par exemple, a produit de la lavande ou est-ce que ça s'est transformé au fil du temps? Non, ça fait plusieurs générations qu'on produit de la lavande. Depuis que mon grand-père est arrivé sur le plateau d'Albion. Donc après, il y a eu mon père, mon oncle, ma tante et aujourd'hui, il y a toujours mon père et moi et ma sœur qui arrivons aussi pour continuer à produire donc, de la lavande ici. Voilà. Alors vous faites lavande, qu'est-ce que vous faites d'autre? On fait autour des huiles essentielles, on fait de la sauge sclarée, donc la lavande et du lavandin aussi. Comme Claude, hein. Comme Claude, voilà. Un petit peu d'immortel, du thym. Tout ça du coup pour les huiles essentielles avec après les différentes vertus qu'il y a autour de chacune.
On voit de plus. Alors c'est une impression, je me trompe sûrement. Je vois de plus en plus de sauge, mais je me trompe peut-être ou je trouve qu'il y en a plus qu'avant ou... Ben, ça varie un petit peu en fonction des années. Il y a des années, il y en a un peu plus, d'autres années un peu moins. Après, cette année, elles étaient particulièrement jolies. C'est peut-être pour ça qu'elles vous ont frappé aux yeux, ouais, je sais pas. Cette année, on a eu une météo très favorable pour tout, surtout pour la sauge. On a eu un développement des champs de sauge qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et c'était vraiment des champs unis et vraiment beaux. Si je peux me permettre, c'est pas le but d'être indiscret, mais ça rapporte autant la sauge. Je sais que c'est plus simple parce qu'évidemment il ne faut pas planter plein par main, c'est plus simple à produire au début en tout cas. Ben, c'est pas vraiment si ça rapporte plus ou moins, disons que c'est bien complémentaire avec les cultures qu'on fait parce que ça permet aussi d'étaler les récoltes comme ça fleurit pas en même temps. Du coup on commence par la sauge, après on passe à la lavande, on finit par le lavandin. Du coup ça s'y complète bien, on est équipé du coup avec la distillerie, il y a les machines aussi qui s'y prêtent. C'est une culture qui nous plaît, on sait faire, du coup on fait. C'est quelque chose aussi qui est important, qui nous sert surtout à faire des rotations de culture. On a une plantation de lavandin, on va dire qu'elle a une durée de vie entre 8 et 10 ans. Aussitôt il y a l'arrachage, souvent on fait de céréales et on fait de la sauge, ça nous permet de faire des rotations de culture en assolement. Quoi, voilà. Ah ouais, je comprends. Elle tourne la distillerie là ? Oui, mais on va aller voir la distillerie. On y va après ? Ah bah super, ouais. Voir la récolteuse. Et en attendant, on va voir l'un de vos collègues autour, on l'a rencontré il y a quelques temps pour montrer comment récolter la sauge, regardez. Elle nous a charmés de ses couleurs estivales. Bien avant la lavande, la sauge sclarée, une fois l'été bien installée, voit ses couleurs trépassées. Et comme toute plante à parfum, elle doit être à son tour distillée. Mais alors, comment savoir quand il est temps de la couper ? Tout simplement parce que les fleurs commencent à être presque toutes tombées. Et les graines sont arrivées presque à maturité. Les 3/4 des graines sont à maturité et la plante commence à bien sécher. Un état de la fleur qui demande à être récolté, mais la sauge sclarée est une plante qui ne se prend pas dès les premiers coups de faucheuse. À Pierrerue, tout d'abord, une première machine dans un champ opère. Alors là, on passe avec une première machine, une faucheuse andaineuse, qui fait donc des andins, qu'on laisse sécher entre 24 heures et 48 heures. Parce qu'il y a de l'humidité dedans, il y a de l'eau, c'est pour pouvoir la faire évaporer, et pour pouvoir avoir une meilleure qualité et une distillation plus facile. Mais une fois l'opération effectuée, c'est une autre machine qui prend le relais. À quelques kilomètres sur l'Urs, d'autres sauges sclarées ont quant à elles déjà séché. C'est donc un autre balai qui s'opère. Et nous, on a une machine, une ensileuse avec un pick-up qui ramasse l'andin, qui broie, qui le met dans le caisson, qui après le caisson va à la distillerie pour être distillé, faire de l'huile essentielle pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. C'est donc dans une distillerie à Malmoisson que la sauge sclarée terminera sa course. Distillée de manière classique, elle serait aujourd'hui entre autres très appréciée pour soulager les symptômes liés à la ménopause. Et pour se régaler de nouveau de ses couleurs, il faudra attendre jusqu'au mois de juin de l'an prochain. Et c'est le monde entier qui envie ces senteurs, ces couleurs, comme ici sur le plateau d'Albion. Alors on va voir comment travaille Guillaume. On va le rejoindre. Guillaume, oui. On fait baisser le rendement là en vous coupant dans le travail, non ? J'imagine qu'il faut y aller quand même au mastic. Ah ben oui, il faut, on attaque le matin jusqu'au soir, on essaie de s'arrêter le moins possible pour aller le plus vite possible et essayer de récolter au plus vite parce qu'après, il y a toujours les aléas climatiques qui nous font souci, qui nous inquiètent, on ne sait jamais trop comment ça peut se passer. Un coup de grêle, un mauvais temps, des choses comme ça, on perd tout. Quand c'est prêt, il faut travailler. On se lance un peu, qu'on voit le boulot. Allez-y. Alors là, comme vous pouvez voir, on récolte 3 rangées à la fois. C'est de la lavande du coup, de la clonale, c'est de la lavande d'Iva qu'on cultive du coup pour l'huile essentielle. Alors la lavande, c'est beaucoup utilisé en parfumerie ou maintenant aussi de plus en plus en aromathérapie. Alors ça a un tas de vertus et ça fait partie des huiles essentielles qui sont à la mode aujourd'hui pour ces choses-là. Ouais, il faut viser juste dans cette histoire. Hein. Ouais, il faut planter juste, en fait. C'est ça, ouais.
Et là, alors vous pouvez voir devant, il y a les 2 barres devant chaque cueilleur qui vont frotter les fleurs. C'est des chasses abeilles. Donc ça permet de prévenir les abeilles, donc que la machine arrive, pour essayer de les préserver au mieux. C'est finalement assez récent ça, depuis quelques années tout le monde a mis ça et on voit qu'elle dégage devant le... Exactement, c'est assez récent et c'est assez efficace, voilà, ça évite... on préserve au mieux les abeilles, c'est bien pour nous, c'est bien pour elles, voilà. Dans la série des questions bêtes, on appelle la machine une moissonneuse aussi ou c'est un nom plus spécial? Alors non, ça s'appelle une enfileuse. Ce qui différencie de la moissonneuse en fait, c'est que l'enfileuse a pour but de couper en morceaux ce qui rentre à l'intérieur. Donc là en l'occurrence la lavande, ça permet de diminuer son volume de manière à en mettre le plus possible dans la remorque qui va servir ensuite, comme vous allez le voir, à la distillation. Que devient ce qui reste? Alors ce qui reste, une fois que c'est distillé, en fait on le composte pour être ensuite épandu dans les champs de manière à enrichir les sols. Alors là vous allez en gros jusqu'à la fin juillet, début août sur la lavande et le lavandin, c'est ça? Là on en a jusqu'à la mi-août parce que du coup sur le plateau d'Albion on est en altitude, donc les récoltes sont décalées. Ça nous permet de pouvoir récolter jusqu'à la mi-août. Et après, si les céréales, c'est fait aussi, mais vous n'en avez pas, vous, de céréales. Et après, vous avez un break un petit peu. Alors, on a des céréales. C'est pas nous qui les faisons. Il y a un entrepreneur de battage qui vient faire les récoltes. Parce que du coup, on se consacre à la lavande. Oui, vous sous-traitez la moisson, quoi. La moisson. Blé ici, là, sur le plateau Alors, on fait du blé tendre et du coup, pas mal d'épeautres aussi. Le plateau est bien réputé pour l'épeautre. Ça se passe bien et on est content de cette culture. Alors je sais que pour vous c'est évidemment des évidences, mais quand même la chance de vivre sur ce plateau, on peut dire qu'on est sur le plateau d'Albion là au début? Exactement, oui, exactement, on est sur le plateau d'Albion, on est à 1000 mètres d'altitude et en effet on a beaucoup de chance, on s'en rend compte tous les jours. C'est pour ça qu'il y a la lavande d'ailleurs, parce que la lavande c'est plus haut que le lavandin. Voilà, la lavande pousse dans des altitudes plus élevées que le lavandin et le plateau d'Albion s'y prête bien, voilà. Les sols, le climat, l'altitude, les températures, voilà. Vous avez que des atouts ici, hein. Toute l'année. Je pense à la châtaigne par exemple. C'est encore autre chose ça. Alors dès qu'ils ont fini tout ça, eh bien il y a l'automne avec les châtaignes. Alors la fête de la châtaigne de Rovez-du-Bion, on ira tout à l'heure. On avait suivi dans une émission justement les récoltes de la châtaigne, le chemin de la châtaigne. On retrouve Valentin Doyen. Là, on a quoi là? Ah bah les voilà. Châtaigne marron, vous qui la reconnaissez à vue d'œil. Là, c'est mélangé. Là, c'est mélangé. On découpera exactement pour vous montrer. Le marron est une châtaigne qui fait un seul fruit. La châtaigne, des fois, c'est divisé en 2 ou 3. Mais tout à l'heure, on en coupera quelques-unes et on vous montrera exactement. Là, il y a ce qu'il faut. On est en pleine bonne saison là pour ramasser. Voilà, on est en pleine saison de récolte. Du coup, on récolte en fait à mesure qu'elles tombent par terre. On verra ça tout à l'heure quand on ira les ramasser. Donc, on ramasse tous les jours. On essaye de ramasser un peu plus vite que les sangliers, ça dépend. La nuit, c'est eux, la journée, c'est nous. Les sangliers mangent. À tour de rôle, ils adorent ça. Ouais. Ah, ils adorent ça. Ils raffolent de la châtaigne et du coup, on essaye de faire au mieux pour être plus rapide qu'eux, quoi. Plus vite, c'est ça. Bon, bah ça va. Et qu'est-ce que vous allez faire là? Donc là, en fait, on va les calibrer. Donc là, les châtaignes ont été ramassées. C'est-à-dire calibrer, vous les mettez dans une machine en fait. Okay. Donc vous avez l'entrée en haut. Et ensuite, vous avez 4 sorties en fonction des tailles. Donc la première, c'est vraiment ce qui est tout petit avec les feuilles, etc. Ouais. Ça, on le donne du coup aux ânes, Massey et Ferguson. Qu'on a vu, ouais, d'accord. Et ensuite, vous avez les deux premières sorties. Donc ça, c'est les calibres, on va dire, qui sont moyens, petits. Et au bout, c'est les grosses. D'accord. Voilà. Donc la machine fait tout. La machine fait tout, voilà. On les remplit, et ensuite on calibre, et puis on met ça en caisse pour après On a une petite chambre froide, donc pour la conservation, pour essayer de les garder le plus longtemps possible avant d'être vendus en produits frais ou alors pour les transformer. J'imagine qu'à l'époque du papa, ça se faisait à la main tout ça, le calibrage. Ça sur une table à la main. À la main, ouais. Ma mère surtout qui faisait ça. Nous on ramassait et ma mère triait. Et oui, la famille Burchery, dans les châtaignes, après la saison, passée dans les lavandes ou dans les potres, dont on parlera également dans ce journal. On rejoint le maire de La Roche-Giron, Claude Pellissier. Claude, nous voici avec du lavandin, mais on dirait de la lavande. Alors non, la fleur est plus grande. Grande, la tige est beaucoup plus développée. Et si vous confondrez plus lavande et lavandin. Voilà.
On ne le voit pas bien sur celui-là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs départs en bas, voilà. Voilà le lavandin. Donc, je répète, la tige est beaucoup plus développée et on retrouve chaque fois 2 branches. Que la lavande, c'est uniquement une seule tige et la fleur est beaucoup moins développée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la destination n'est pas la même. La lavande, ça va plutôt, j'allais dire, au parfum, etc. C'est ça ? Oui, la lavande, ça va plutôt au parfum. Même le lavandin, des fois, on nous dit que ça devient classé même comme un produit industriel. Mais enfin, il se fait beaucoup d'utilisation dans amples domaines. Alors nous, on est producteurs de lavandin. Nous, notre produit, c'est fini une fois qu'on a pris l'huile essentielle. On le met dans des fûts, on vend ça à des parfumeurs après la destination. Des fois, ça nous échappe un peu beaucoup. Oui, ça j'imagine. Alors, nous voici à côté de la distillerie. Vous la voyez derrière moi, on va la visiter dans un instant avec Gérard. Mais juste avant, on l'avait vu tout à l'heure, reparlons de cette ancienne distillerie de votre commune, de Rochegiron. Vous avez mobilisé plein de monde pour la relancer. Hein ? Tout à fait. Alors, c'est une distillerie qui se trouve sur notre commune. D'ailleurs, vous avez amené des pliants. C'est une ancienne distillerie comme on retrouvait autrefois au début du siècle. Elle est toute en cuivre. Et c'est une distillerie qui recevait uniquement de la lavande en cueillette sauvage. Donc c'est une cuve qui fait uniquement... Sauvage, comprenez bien, ramassée aussi d'une manière sauvage. Hein. Voilà, la cueillette dans les collines ou aux abords des villages, tout. Et la lavande était ramenée à ces petites distilleries. Autrefois, la chauffe de ces distilleries pour faire la vapeur, c'était carrément au bois. Donc je répète, la cuve est importante, elle font 200 litres. Aujourd'hui, on a des conteneurs de distillation qui font 25-30 mètres cubes, donc vous voyez un peu la différence qu'il y a. Et ça se distillait traditionnellement dans ces petites distilleries. Et il n'y avait pas un gros débit, mais il faut reconnaître aussi que c'était de la cueillette, donc il n'y avait pas aussi une grosse quantité à faire. Mais autrefois, c'était un outil adapté à la lavande. Allez à Rochegiron, c'est à côté de Banon, découvrir cette distillerie qui va vous offrir dans les années qui viennent des activités. Vous allez la relancer pour les touristes. Parce que c'était la première génération. Ensuite, il y a eu une deuxième génération de distillerie, celle que l'on voit plus communément un petit peu de partout avant de voir le côté moderne. Alors, entre les deux distilleries, la plus ancienne que nous allons restaurer et celle que nous allons visiter de Gérard, il existait notre type de distillerie, c'est une distillerie à cuve fixe. Alors là, on trouvait des cuves assez importantes qui faisaient entre 6 jusqu'à 8 mètres cubes. Et la production de vapeur, on la faisait avec la paille de lavande. Aussitôt distillée, on prenait la paille de lavande pour alimenter un foyer. Vous la brûliez, c'est un feu. On la brûlait. Et on menait la distillerie comme une chaudière à vapeur. Ouais, c'est-à-dire qu'on avait un foyer, on n'alimentait que de la paille, ça montait en vapeur. Et cette vapeur nous servait, bien entendu, à faire fonctionner la distillerie. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. La vapeur, elle est produite par des chaudières à gaz. C'est parce que d'abord, les méthodes de récolte ont changé. Autrefois, on faisait par exemple le lavandin, c'était coupé en bottes. On faisait du lavandin, on laissait sécher. Donc les bottes étaient sèches, on distillait une matière sèche et le produit nous servait à alimenter les foyers. Ouais, c'est un procédé qui n'est pas rapide, qui demandait beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on a des procédés de récolte qu'on appelle du vermoyer. C'est-à-dire, on a vu la machine tout à l'heure, c'est carrément une récolteuse qui rassemble les fleurs, qui les sectionne, qui alimente un... Qui protège les abeilles, j'ai vu. Ah oui, il y a des chasses abeilles, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et qui aussitôt est injectée dans une benne. Et cette benne, quand elle est pleine, elle va chercher un marchand de vapeur. Donc après, je laisserai un peu la parole au distillateur. Cette benne devient un marchand de vapeur. On pose un couvercle dessus. On envoie de la vapeur par la base. La vapeur va faire le chemin de vapeur dans cette citerne. Et on va la récupérer en tête. Et elle va être aussitôt refroidie. Donc vapeur qui a chargé d'estrée va redevenir eau chargée d'estrée. Et on récupère l'huile essentielle par un phénomène simple, par densité. Comme c'est une huile, aussitôt il y a une séparation. Elle se met en suspension sur l'eau. On récupère ça, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans ce qu'on appelle des essenciers. L'eau qui s'est déchargée s'en va et en hauteur, on récupère l'huile essentielle. Voilà. Dans la famille Burcherie, je demande Gérard. On a vu Guillaume tout à l'heure. Gérard, vous étiez en pleine discussion avec Karine de la communauté de communes et le président. Le plaisir qu'ils viennent un peu voir le travail. Oui, ça nous fait plaisir. Non, mais pour les agriculteurs, il nous a toujours défendus et j'espère que ça continuera. Alors on est là. Demain, on va voter la présidence et il n'y aura pas de problème. Vous êtes élu vous aussi, parce que vous êtes le maire de la commune où on se trouve. Voilà, c'est ça. Une grande commune en surface, mais très peu peuplée.
Vous avez remarqué qu'ici, les maires sont des gens du cru. Hein. Ils ne sont pas posés là ou arrivés de je ne sais... Les producteurs... Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Voilà, alors là, on est dans la modernité. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Vous avez investi à combien dans la distillerie? C'est la famille, votre... Oui. On est en GAEC, je suis avec ma fille et mon fils. Mais avant, il y avait mon frère qui est à la retraite maintenant. Et maintenant, on a modernisé un peu l'installation. Un peu, ouais. On travaille en benne depuis 1994. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans. Voilà. Est-ce que c'est collectif ou ça sert simplement au GAEC? Ça sert au GAEC et en plus, on fait des voisins qui n'ont pas de distillerie. Ils sont propriétaires de la benne comme ça et on leur fait un travail à façon. Et il y a 2 bennes qu'on prête des fois à des gens qui n'ont pas de benne. Alors, on va regarder un peu, on vous suit un peu. Alors bon, là on a le terme que vous avez utilisé. L'essentiel. L'essentiel, ouais, l'essentiel. Finalement, le même nom qu'à l'époque, même si la méthode... Oui, c'est pareil. C'est là où donc... Voilà, on sépare les deux. La vapeur arrive, comme on l'a dit, par le gros tuyau avec l'huile essentielle, chargée en huile essentielle, passe dehors, se refroidit, c'est qu'on voit fumer, là. Et après, dedans l'essentiel, on sépare les deux. Mais avant, vous voyez, il y a la benne qui arrive à la distillerie, comme vous l'avez vu au champ. Oui. Arrivé à la distillerie, on baisse le chapeau, on ferme la porte, on gonfle le joint de la porte et du chapeau pour le rendre étanche, et on envoie de la vapeur. On envoie de la vapeur à 130 degrés, c'est une vapeur sèche, comme ça au plus elle est chaude et au plus on distille vite, mais meilleure est la qualité. Là pour faire 3 tonnes de fleurs, les 20 mètres cubes, il faut à peu près 35-40 minutes. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'époque où on faisait brûler ce qui restait, quoi. Hein. C'est ça, avant on brûlait le déchet. Maintenant c'est chauffé au gaz, on a une chaudière à gaz. Par contre, tout le déchet, on les pend dans les champs, au bout d'un an, il pourrit tout seul, on le pose par terre, les vers du sol le font pourrir, et on les pend dans les champs comme un terreau. Ouais, ce qui veut dire aussi qu'il y a une dimension un peu, je sais pas comment on dit là, de nos jours, mais vertueuse, c'est-à-dire que c'est aussi mieux pour l'environnement, ça fait du compost. Voilà. Vous utilisez de l'eau aussi, j'ai vu là, pour refroidir. Oui. Hein. On utilise de l'eau pour refroidir, mais l'eau des condensats est réutilisée. C'est toujours la même eau qui circule, on ne rejette rien. Il n'y a pas de rejet dans la nature. On perd que l'eau qui s'évapore du refroidisseur tubulaire. Vous allez voir la cuve là, c'est impressionnant. Voilà, ça c'est une chaudière qui fait 6 tonnes de vapeur à l'heure. Et bien entendu, il faut enlever le calcaire, il y a des bouteilles de résine, du sel pour laver la résine. Et là-bas, il y a un produit pour enlever l'oxygène de l'eau pour pas que ça attaque les tuyaux de la chaudière. Il faut avoir le moral parce que, bon, enfin, c'est pas la peine de dire combien, mais il faut y aller, il faut investir. Oui. Hein. Ouais. Ben, on a une exploitation et aujourd'hui, la récolte, ça dure 1 mois. Il faut être assez performant, il faut faire un produit de qualité pour arriver à le vendre. Est-ce que vous distillez autre chose ici? Oui, là, on a déjà fait la soja et après le lavandin, on fait du thym et des immortels. Ah, le thym, je pensais que c'était plutôt, vous voyez, comme quoi quand on connaît pas. Le thym rouge. Voilà, le thym rouge. Et voilà de l'huile essentielle. C'est ce que je voulais vous dire tout voilà, à l'heure. Là, on voit bien la séparation. Voilà, au-dessous, on voit de l'eau et aussitôt, l'huile essentielle est en suspension. Voilà. Simplement par suspension. Voilà. Ça fait 920 grammes de litre, c'est pour ça que ça se sépare très bien. Ça se passe dans notre essentiel. Voilà. Ah, c'est très chouette. Hein. Non, ne buvez pas. Hein. Non, je plaisante. Elle refroidit, hein. Ouais. Et ensuite, elle est commercialisable une fois refroidie. Nous, notre travail s'arrête aussitôt, on met ça dans les fûts. C'est un produit qui se conserve facilement. Et après, nous, on a fini, après on le commercialise. Est-ce qu'il y a des contrôles de vos clients qui viennent voir un petit peu la manière dont vous produisez, la manière dont... Je sais pas. Des contrôles dans quel sens Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des espèces de contrôles de qualité de vos acheteurs? Oui. Il y a les acheteurs souvent nous rendent visite, ils viennent voir comment on travaille, ils viennent voir nos récoltes, nos champs. Il y a des échanges qui se font. Même les utilisateurs d'huile essentielle, des fois, c'est même des étrangers, quoi. On comprend, ils parlent d'autres langues que la nôtre, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent, ils viennent nous voir. Vous voyez, c'est très pédagogique de le montrer comme ça. Je trouve ça très clair, très simple. Vous voyez, voilà, l'huile essentielle. C'est magique, hein. C'est magique. Au niveau commercialisation, ça dit quoi la période? Ça se vend bien? Les prix sont... Actuellement, jusqu'à présent, ça se vendait très bien, mais là, ça en est planté un petit peu de partout. Malheureusement pour nous, parce que sur le plateau, c'est quand même ça se fait depuis très longtemps et maintenant, on envoie à des endroits où on peut faire autre chose.
Claude, si tu veux rajouter. Alors on en voit, moi ce qui m'a frappé c'est qu'on en voit beaucoup par exemple à côté de la Durance en bas, dans Vallée. On avait à Riance qu'avant ils n'en faisaient pas du tout et maintenant le prix l'année dernière était assez élevé mais là comme ça va baisser peut-être que ça va un peu freiner certains producteurs. Après, c'est compréhensible aussi parce que les régions, il y a une crise agricole un peu de partout, tout le monde cherche de nouvelles choses à produire. Et ces régions-là se tournent vers du lavandin. Surtout qu'aujourd'hui, le lavandin est bien mécanisé. Je veux dire, c'est quelque chose qui a... Ce qui vous paraîtrait plus logique, c'est qu'ils restent un peu dans leur production. Bon, il y a les vergers là-bas, dans ces territoires, dans les céréales. On avait des quotas avant, vous voyez, c'est dommage qu'on les a plus. Parce que si c'était comme pour la vigne, on pourrait en plaire rien que sur des cultures, ça se faisait avant. On n'est pas fâché avec nos voisins, mais comme on dit souvent... Nous, si le lavande ne marche plus, on ne fera pas des melons. Que dans des régions comme ça, on n'a pas de l'eau pour faire d'autres cultures. Bon, les collègues de Vinon et d'Oraison, vous avez entendu? On n'est pas fâché avec eux. Mais enfin, là c'est encore le département. Ils s'implantent dans le centre de la France et même plus loin. À l'étranger, quoi. Voilà. Jacques, président, venez voir. Regardez, c'est pas l'apéro, hein. C'est pas l'apéro, pas encore, mais voilà. Si tu amènes un glaçon, il va passer dessus. Non, mais c'est très clair, hein, c'est très clair, voilà le fonctionnement. On voit la qualité du produit là au moins. Hein. La pureté. C'est beau, hein. Merci Claude, c'est un plaisir. Ouais. Messieurs les maires, c'est chouette de vous... Vous allez rentrer comme ça, vous allez voir comment ça marche. On va le filmer. Je vous remercie juste les trois maires ensemble, là. C'est ça qui est chouette. Gérard, Jacques et Claude. Et on continue cette émission. On va retourner à Banon pour découvrir la confiserie Leblanc. C'est Olivier Bossan, le créateur de l'Occitane, hein, dont vous connaissez la réputation à échelle mondiale, 80 ou plus, 160 magasins dans le monde entier, qui a investi pour relancer avec vous, avec la Comcom, la confiserie Leblanc à Banon. C'est ça. C'est une belle opération, créatrice d'emplois, qui met en valeur aussi la commune, qui a un côté aussi attractif sur le plan touristique, parce qu'il y a une boutique qui attire un grand nombre de visiteurs. Et on va s'efforcer, comme je le disais tout à l'heure, de faire venir d'autres sociétés pour développer l'économie sur ce pays. Bientôt, il y aura du vinaigre basalmique et des graissins là-bas. Allez, regardez, on revient... Le président, il a toujours le verre de pastis dans la main. Et on revient sur l'inauguration de la confiserie Leblanc. C'est derrière les murs de l'ancienne librairie Le Bleuet de Banon qu'une nouvelle histoire s'écrit. Une histoire à quatre mains, celle d'Olivier Bossan et surtout celle de Frédéric Leblanc qui inaugure officiellement les nouveaux locaux de son entreprise. Ah oui, je crois qu'aujourd'hui c'est un grand moment. Hein. On va montrer enfin au grand public que la confiserie est définitivement installée et que maintenant on va pouvoir commencer à fabriquer. Mais c'est aussi une page qui s'ajoute à la commune de Banon grâce à la reprise presque inespérée de ce bâtiment historique. Les appels aussi bien du maire de Banon que du président de la communauté de communes de Haute-Provence semblent enfin avoir été entendus et c'est un nouveau souffle pour le bâtiment, mais aussi un regain d'activité pour Banon. En effet, depuis décembre, c'est déjà 4 emplois qui ont déjà été créés grâce à l'entreprise. C'est une nouvelle histoire qui commence et j'espère qu'elle va être très très longue pour le groupe Bossan bien sûr, mais aussi pour tout le territoire, les habitants de tout le territoire qui vont pouvoir, au fur et à mesure de l'agrandissement, du développement de l'entreprise, pouvoir trouver du travail ici. Cette confiserie Leblanc installée à Banon, ça ne peut que créer un appel d'air vers d'autres entreprises et j'espère bien que le président de la communauté de communes, M. Despiers, puisse nous trouver d'autres entrepreneurs qui s'installent ici. Mais la confiserie Leblanc s'inscrit aussi dans la logique des produits de Provence et surtout de l'amande. Il est construit en fait sur des ingrédients locaux et notamment l'amande qui est quand même la base un petit peu que l'on retrouve dans beaucoup de produits. Hein. Oui, tout à fait. C'est un cercle naturel en Provence parce que finalement travailler, valoriser les ingrédients locaux, eh bien moi c'est ce que j'aime faire depuis 40 ans déjà. Alors que ça soit la lavande, que ça soit l'olivier, que ça soit l'amandier, demain le pistachier sans doute, eh bien c'est des valorisations pour moi de territoire et surtout des plus-values de territoire parce que c'est là-dessus qu'on va faire des plus-values, c'est sur des produits justement qui sont exceptionnels de par aussi eh bien, sa situation géographique. Beau symbole de l'union des partenaires locaux, la confiserie Leblanc, bel et bien inaugurée, ravira sans nul doute les papilles.
La confiserie Le Blanc de Banon. Alors on a quitté Banon, Redortier pour rejoindre Revesse-du-Bion. Le président de la Comcom, maire de Man, a toujours la cravate, malgré la chaleur. Moi, je trouve ça impressionnant. Et on salue Bernard Granet, le maire de cette commune qui est aussi agriculteur. Très heureux de vous accueillir. Avec beaucoup de plaisir. On est dans une commune qui est réputée pour plein de choses, aussi pour ses roses trémières. Les roses trémières, effectivement, vous avez vu dans le village, à l'entrée du village, tout le long, vous avez des roses trémières. C'est très joli. Et je leur dis bien aux gars qui nettoient le village de ne pas me couper les roses trémières. Ouais, c'est devenu une espèce d'usage, de tradition. Quoi. Tradition, c'est joli. Les gens ils viennent voir, c'est sympa. On est le seul village qui a des roses trémières. C'est Revesse-du-Bion. Et donc la plupart sont naturelles, oui, en fait. C'est naturel, c'est par graines, ça repousse. On essaye de les entretenir, de les tailler un petit peu, de les arroser. Voilà, c'est sympa, je trouve. Alors pour venir jusque-là, on a traversé les champs de lavande. On ira voir les vôtres tout à l'heure, puisque vous êtes aussi producteur de lavande, de lavandin, de blé. De lavandin et céréales. Blé tendre, oui. On fait beaucoup de blé tendre et surtout de la lavande. On est au pays de la lavande. Ici, c'est le pays de la lavande. Valençol, c'est le pays du lavandin. Faut faire attention. C'est clair? Est-ce que vous avez bien compris? Tout le monde l'a dit depuis tout à l'heure. Ça, parce que les gens ne comprennent pas toujours entre la différence entre la lavande et le lavandin. C'est bien de le dire et même de le répéter. Voilà. Ça, c'est ce qu'on l'aura bien fait. Sachant que voilà, c'est une commune assez particulière parce qu'il y a beaucoup de pans d'histoire qui se sont écrits ici. C'est pas l'objet de l'émission, mais on peut rappeler quand même que c'est le plateau d'Albion, qui était le plateau de dissuasion nucléaire de la France. Pendant des décennies, il y avait 5000 soldats là. Hein, exactement, 5000 soldats. Maintenant, nous avons accueilli la Légion étrangère. À Saint-Christol, à côté. Saint-Christol, à côté. Ce sont des gens qui vivent aussi avec nous dans le village, mais c'est surtout une base de transition. Il a fallu quelque part reconstruire la destinée de ce plateau, de ce territoire entre Lure et Ventoux. Il a fallu relancer aussi l'activité agricole. Il a fallu relancer l'activité agricole. Ça fait quelques années que nous avons de la lavande de plus en plus, du lavandin. Et puis on voit bien qu'avec le réchauffement climatique, tout change. Et on se voit maintenant quand même avec des lavandes et du lavandin qu'avant il n'y en avait pas beaucoup sur le plateau d'Albion. C'est surtout un pays de chèvres et de moutons. Et de châtaignes. Et surtout, pas oublier la châtaigne. Parce que... La châtaigne qui est emblématique chez nous. Alors on a de très très belles fêtes. Le 30 octobre, la fête de la châtaigne. Il faut venir nombreux. Plus de 10 000 personnes par an. Alors pourquoi ça s'appelle les marronniers et pas le châtaignier? Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vais y faire changer son emblème. Mais vous avez remarqué quand même qu'on a beaucoup de marronniers dans le village. Alors ce qui est rigolo, c'est que les gens ils viennent ramasser les marrons. Ils croient que c'est des châtaignes. Ça doit être un peu amer après. C'est un peu des Parisiens, il ne faut pas le dire. Merci le cuisine. Merci beaucoup Bernard. Alors, on va vous retrouver dans la deuxième partie de cette émission, mais avant de se quitter, on va découvrir la transhumance de la lavande. Lorsque les apiculteurs viennent ici poser les ruches, 4 millions de ruches par exemple d'un coup, c'est ce qu'on a suivi au petit matin. C'est ce qu'a suivi la très courageuse Laurie Charrier à 5 h du matin, regardez. Pour venir butiner dans les lavandes, les places sont rares et difficiles à obtenir. Richard est apiculteur à Villeneuve, mais au rythme des floraisons, il déménage ses ruches de fleur en fleur. Une transhumance moins traditionnelle que celle que l'on connaît en montagne, mais une opération néanmoins tout aussi délicate et qui doit se faire de nuit. Le soir, dès que la nuit tombe, elle rentre à la ruche. Donc on aurait pu charger et rouler toute la nuit et venir déballer dans la nuit, mais la nuit on voit rien. Donc moi je préfère décharger le soir, laisser le camion charger et venir au petit matin, quand le jour se lève, décharger. C'est pour ça qu'hier soir on a chargé, il était 10h30, 11h. Tant qu'elle butine, elle le trouve, elle reste sur les plantes. Le jour n'est en effet pas encore levé lorsque le camion arrive sur le plateau d'Albion. Et une fois le chargement commencé, pas le droit à l'erreur. Le bourdonnement dans les ruches est présent pour le rappeler aux apiculteurs bien équipés. Chaque ruche pesant à peu près 80 kg, les déplacer n'est pas une mince affaire. Et outre le poids, c'est aussi la réaction des abeilles qui fait parfois office de piqûre de rappel. Et c'est alors que dans un nuage de fumée, la colonie, comme par magie, s'apaise. Mais une fois installée, l'abeille n'a jamais le bourdon face à son nouvel emplacement. Elles étaient à l'URSS hier, aujourd'hui elles sont sur les lavandes, hier elles n'avaient pas des lavandes sur l'URSS. Donc elles butinaient d'autres fleurs mais pas des lavandes. Donc aujourd'hui elles vont se repérer pendant 1 heure, elles vont un peu s'orienter, et une fois qu'elles sont orientées, qu'elles ont vu leur ruche, leur emplacement, dans la journée elles sont sur les fleurs de lavande. Et effectivement, le jour se lève sur les lavandes et guidés par leur instinct, les caucasiennes et les buckfast s'empressent de découvrir leur nouvelle parcelle d'or bleu provençal. Un or qu'on espère abondant cette année car la récolte des derniers mois n'ayant pas beaucoup donné, c'est sur les lavandes que se fondent les derniers espoirs des apiculteurs de Provence. Miel de printemps, alors ça a été 0.
Donc pas de romarin, pas de thym. Et j'ai fait un peu du tout de fleurs sur les derniers voyages que j'ai, qu'elles ont fait il y a 15 jours. Parce que jusqu'à présent, on avait du beau temps, mais on avait des températures basses. Donc le nectar ne montait pas dans les plantes et il n'y avait pas de nectar. Donc les ruches, elles étaient limite à mourir de faim. La lavande, oui, c'est notre récolte numéro 1. Hein. Si on ne fait pas de lavande en Provence, on ne fait pas de miel. Hein. Après, le reste, c'est vraiment des récoltes dérisoires. Et puis le client, il veut du miel de lavande. En Provence, quand il vient en vacances, c'est le miel de lavande, toute fleur, il en a dans sa région. Plus d'une cinquantaine de ruches, soit environ 4 millions d'abeilles ont investi le plateau d'Albion en ce jour de transhumance. À peine installées, elles ont déjà commencé à travailler. Elles resteront ici quelques semaines et c'est au mois d'août qu'aura lieu la récolte. En attendant, les abeilles continuent de découvrir leur nouvel environnement sous un mont Ventoux à peine éveillé. Voilà, 4 millions d'abeilles comme ça, d'un coup dans la lavande et le lavandin, dont la lavande. La lavande. Alors les lavandiculteurs, ils sont très heureux que les apiculteurs viennent poser des ruches chez nous. Parce que c'est très bon. En plus, vous savez que sans les abeilles, il n'y a pas de vie. Hein. Effectivement, sur le plateau d'Albion, il y a des milliers, des millions de ruches et d'abeilles. C'est impressionnant maintenant, c'est vraiment impressionnant. Bonjour messieurs, dames, bon appétit. Bon appétit. Est-ce qu'on est bien à Rovesse-du-Bion? Est-ce qu'on est bien? Oui? Vous passez un bon moment à l'ombre des platanes? Bon. Un petit rosé de là, un petit rouge de l'autre. Ouh là là, bon, on vous laisse à votre sérénité. Profitez bien. C'est le plus beau village du coin. Alors on va se retrouver dans un instant dans la deuxième partie de cette édition et vous allez voir que plus que jamais ce territoire de la communauté de communes de Haute-Provence, Pays de Banon, eh bien, a les pieds sur terre, à l'image de ce maire agriculteur, mais aussi la tête dans les étoiles. A tout de suite.